Bonsoir et soyez les bienvenus dans iWeek, toute l'actu Apple en live. On est en direct comme tous les mardis soirs ou presque sur Watch TV, 1 heure pour débattre ensemble de toute l'actu Apple avec mes complices de ce soir que je vais saluer tout de suite en commençant par un visage que vous connaissez si vous êtes des fidèles d'iWeek mais qui n'était pas venu faire partie de la bande depuis un sacré bout de temps et je suis très heureux qu'il soit de retour. C'est Eddy Magnette. Salut Eddy, comment ça va? Et bonsoir Benjamin, écoute, ça me fait plaisir aussi d'être de retour. Et puis ça va être sympa, 1 heure ensemble. Il y avait un petit moment, donc je pense que je suis un peu rouillé, mais ça devrait aller. Oh non, faut pas dire ça. Je suis sûr que tu as encore de très beaux restes. Donc oui. On compte sur toi et sur ton Wi-Fi parce que je sais que tu as des petits soucis de liaison, mais voilà, on espère que ça va tenir et qu'on va pouvoir passer cette heure avec toi. Alors à tes côtés, deux piliers, voilà, deux anciens même. Hein, qu'est-ce que tu dis, Guillaume? Les monuments qui s'écroulent, c'est l'acropole. Voilà, c'est ça. Tiens, on va commencer par toi, puisque tu te fais remarquer. Guillaume Jette. Salut Guillaume. Hi, comment ça va? Pas trop mal. Bon, tu nous raconteras tes misères sur Internet tout à l'heure. On va saluer tout de suite ton voisin de gauche ou de droite, selon dans quel sens on regarde, c'est Eli Abitbol. Eli, salut, on te retrouve du côté de Nice. Alors, ta région est endeuillée aujourd'hui. On a tous une pensée, évidemment, pour ce qui se passe dans l'arrière-pays, assez loin derrière toi, mais quand même, quelle journée. Il n'a pas remis le son. Ah, il n'a pas remis le son, Eli. Ouais, normalement c'est soit le fouet soit la fessée, ça dépend. D'abord je disais bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Et oui, encore le micro. Oui, on a suivi depuis ce matin pratiquement non-stop cette actualité et qui moi me touche doublement parce que d'abord c'est arrivé effectivement dans l'arrière-pays et deuxièmement parce qu'il y avait une 50aine d'Espagnols et en plus c'est arrivé le jour où le roi d'Espagne était à Paris. Il a d'ailleurs annulé sa visite et donc j'ai suivi ça à la télé espagnole et à la télé française en même temps, donc oui. Voilà, on va aussi essayer. On va aussi essayer de se changer les idées et voilà, en ayant évidemment une pensée pour tous ceux qui sont en train de travailler et d'œuvrer pour essayer de limiter cette catastrophe. Mais bon, voilà, c'est une journée assez difficile pour tout le monde. Alors on va entrer dans le vif du sujet de l'actu Apple dans un instant avec une actu encore orientée du côté de l'Apple Watch évidemment. Et puis je vous rappelle que iWeek c'est toute l'actu Apple, toute l'actu de l'écosystème Apple pour être beaucoup plus précis. Puisqu'il n'est pas question de parler uniquement d'Apple, mais bien de toute cette galaxie et de tout cet environnement économique qu'Apple a construit. Oui, c'était Guillaume, tu devais te faire remarquer à nouveau. Tu évites le mot galaxie pour parler d'Apple, merci. D'accord, ça te fait trop penser à Samsung, c'est ça? Légèrement. Bon, d'accord, ok. L'univers, ça sera l'univers, l'univers Mac, on okay. Comme ça. D'accord, l'univers Mac pour faire un clin d'œil à ce magazine que tu as lu, dont tu as toute la collection. Oui, j'ai écrit, monsieur, moi aussi. Et toi aussi, tu as écrit dans l'univers Mac. Et on se retrouve dans un instant avec la fine équipe, la bande d'iWeek, pour passer en vue toute l'actu Apple. À tout de suite. Bon, je vais vous rappeler aussi le hashtag pour participer à l'émission. Vous le voyez en bas de l'écran, iWeek TV. On surveille Twitter, donc on attend vos tweets, que ce soit des réactions, des messages spontanés ou des questions sur l'actu Apple. Alors, on va démarrer par l'Apple Watch. Je sais, Eli, que tu ne décolères pas à propos de l'Apple Watch. L'Apple quoi? Ce produit qui n'existe pas, mais que pourtant il n'existe, c'est celui-là? Bon, on va rappeler donc que tu es revendeur. Donc tu es à la tête de deux enseignes qui sont basées à Nice et à Cannes. C'est MCS, l'enseigne bien connue qui a fêté ses 30 ans il y a 35 ans il y a quelques semaines. Et voilà. Et donc les APR, les Apple Premium Resellers, ne pourront pas vendre l'Apple Watch. En tout cas pour le lancement. Pour le lancement. Bon, oui. Et ça nous fait beaucoup de peine pour des tas de raisons, mais principalement parce que c'est vrai que depuis 35 ans, on défend cette marque, qu'on l'a défendue lorsqu'Apple allait mal.
lorsque personne voulait distribuer Apple. On l'a défendu lorsqu'ils ont eu besoin de nous parce qu'il fallait expliquer un nouveau concept qui était l'iPad lorsqu'ils n'avaient pas leur propre boutique. Et puis là, on se sent un peu trahi parce qu'on a subi l'iPhone pendant des années et ils nous ont tout sorti, les accords d'exclusivité avec Orange, puis etc. Et puis là, il n'y a pas d'accord. Hein. C'est juste qu'ils n'ont pas envie qu'on la vende et ils nous sortent toutes les excuses de la terre. Mais bon, on est un peu amer. Vous qui nous regardez sur les box, je vous rappelle les différents canaux SFR, Free, Bouygues, Télécom et Orange, ou si, vous qui nous regardez aussi peut-être sur le site de Watch TV ou via les applis mobiles, dont évidemment l'appli iOS avec une appli iPad qui ne saurait tarder, spécifique évidemment. Est-ce que vous trouvez normal que les APR n'aient pas le droit de vendre l'Apple Watch? Envoyez-nous vos messages avec le hashtag iWeekTV. Je voudrais poser la question à Guillaume et à Heidi, peut-être en commençant par toi, Heidi, parce que on a besoin de te remettre un petit peu en marche dans la machine. Est-ce que tu trouves ça étonnant que les APR n'aient pas droit à l'Apple Watch? Comme il y a longtemps que je n'ai pas participé à l'émission, qu'est-ce que l'Apple Watch? Je ne sais même pas ce que c'est. En fait. C'est-à-dire, tu poses la même question qu'Ellie, c'est bien. Alors, pour être un petit peu plus sérieux, je pense que Apple veut certainement se garder ce produit qu'il présente comme un produit un peu luxueux et un peu classe. Et c'est vrai que c'est très, je trouve que c'est un peu insultant pour les APR, parce que il y a ce côté, l'Apple Watch, voilà, on la garde pour nous, c'est un produit premium et on ne la trouvera que dans nos boutiques ou dans certaines boutiques haut de gamme, sur les grands boulevards parisiens, par exemple. C'est-à-dire que si Apple avait gardé le modèle Apple Edition, donc le modèle en or à plusieurs milliers d'euros, etc., un peu comme une exclusivité, ça n'aurait choqué personne. Mais le modèle à 349 €, voire le modèle intermédiaire, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le vendre. Hein. Ça me fait un peu penser, alors c'est à une autre échelle, mais bon, vous savez que sur le web, il y a les sites, et puis il y a les sites qui mettent des bannières de pub, il y a ce qu'on appelle l'affiliation, et très très souvent sur les nouveaux produits, Apple envoie un message à tous les sites qui quand même aident aussi à vendre, en leur expliquant que pendant un certain temps, la commission sur les nouveaux produits sera de 0 €. Voilà, ça c'est de la commission. Mais tu peux faire de la pub, tu peux faire de la pub si t'as envie, ça ne rapporte rien. Alors non, en général, ils disent en même temps qu'on n'a pas le droit de faire la promotion des produits, évidemment qui sont couverts en long et en large par les articles sur les mêmes sites. Donc c'est dans une moindre mesure, ça me fait un petit peu penser aussi à ce type de stratégie entre guillemets. Alors, cela dit, il faut se demander. Oui, vas-y. Guillaume, vas-y. Les APR ne revendent pas, mais est-ce que ça comprend aussi les autres réseaux de distribution, style Fnac, Darty, Co, qui aussi ne pourront pas la revendre? Oui. A priori, oui, mais il semblerait que les APR aient le droit de la vendre au Japon et en Chine, peut-être parce qu'il y a moins d'Apple Store, je ne sais pas. Mais probablement, voilà. Donc, est-ce que cette stratégie ne va pas évoluer dans le temps? Si, certainement. Certainement, oui. Ils vont faire le lancement, ils vont en vendre plusieurs millions, et puis après, quand ça va se calmer, s'ils ont besoin de plus de points de vente, ils vont se rappeler qu'il y a des gens qui existent. Et c'est vrai que c'est un peu vexant quand même. C'est un peu vexant. Après, c'est aussi peut-être une question de logistique, même si j'y crois moyennement. Je pense qu'effectivement, pour Apple, aujourd'hui, le but, c'est plutôt de rameuter le monde dans les Apple Store, ce qui pourrait presque se comprendre. Maintenant, c'est vrai que ça montre toujours l'extrême complexité des relations entre Apple distributeur et Apple et le réseau des revendeurs autour qui sont mis en concurrence avec Apple revendeur, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un peu une hydre à plusieurs têtes, et du coup c'est compliqué. Enfin, la relation sera toujours très compliquée. C'est vrai que c'est dommage qu'Apple parfois soit pas un peu plus souple, ne disent pas on va quand même essayer effectivement peut-être d'aider ces boutiques qui ne serait-ce que par respect pour ceux qui effectivement ont survécu à tout ce à toutes les différentes crises d'Apple, l'ont soutenu depuis le début, et puis dire ok, là les gars, on va peut-être faire un effort parce que voilà, vous avez valorisé ce qu'on a fait pendant des années, on vous a soutenu. Mais le problème, c'est qu'Apple a toujours une relation compliquée avec ses revendeurs, parce qu'il y a toujours une relation comme quoi tout leur est un peu dû, je dirais. Et du coup, ils ont tendance à penser, je pense que pour eux, on devrait presque plutôt les remercier de vendre leurs produits, si tu veux. C'est un peu le problème. On est à la limite de ça. Ce qui est dommage quand même. Oui, vas-y, Eddy.
Ce qui est dommage quand même, c'est que le maillage des Apple Store en France n'est pas du tout le même que celui des APR. Et de ce fait, quelqu'un qui aurait envie de passer, voir à quoi ressemble la montre en vrai avant de l'acheter, aurait eu beaucoup plus le choix en pouvant se rendre dans un APR que dans un Apple Store, parce qu'il y en a quand même très peu d'Apple Store finalement en France. D'un côté, il ne faut pas oublier que si tu veux du choix, faut du stock. Et rappelle-toi par exemple les problèmes de logistique que ça crée, n'est-ce pas, Ellie, avec les iMac de couleur par exemple. Les iMac multicolores ou multicolores, où là il fallait avoir en stock chaque machine. Il fallait avoir un stock de toutes les machines et on pouvait pas choisir les couleurs parce que ça crée des problèmes logistiques très compliqués. Et après, Apple voulait peut-être aussi montrer justement les différents produits. Et c'est vrai qu'après, sur l'Apple Watch, pour un revendeur dire bah tiens, je vais acheter les 36 modèles ou je sais plus combien de modèles d'Apple Watch qu'il y a disponibles pour les mettre en rayon, c'est un peu compliqué. C'est vrai que parfois... Ça en fait 18, oui. Avec les iPads, on en a presque autant. Oui, c'est vrai aussi. Mais vous n'êtes pas obligé de les exposer. Enfin, disons que l'iPad, la relation est un petit peu différente. Ce qu'Apple veut. Oui, c'est ça. Dans nos boutiques, juste une seconde pour que vous compreniez, dans les APR, Apple décide le nombre d'iPad ou d'autres produits qu'on expose et suivant la superficie. Par exemple, l'APR qui est à Aix-en-Provence, Apple lui a dit un jour, il faut que tu exposes 20 iPads. Et puis un jour, ils lui ont dit, il faut que tu exposes 20 iPhones. Donc, c'est comme ça et tu n'as pas le choix. Bon, alors on va attaquer les nouvelles de la semaine et du jour par une nouvelle qui a peut-être sans doute une résonance particulière de ton côté, Ellie. On la lit notamment sur MacBidouille. C'est ces difficultés de production qui ont l'air de se confirmer pour l'Apple Watch avec apparemment des prévisions de production divisées par 2. En tout cas pour le lancement, apparemment à cause de cet écran en verre, enfin en tout cas ce substrat fourni par LG apparemment qui pose des problèmes puisque on va peut-être se calmer tout de suite. Oui, vas-y. Non, mais rappelle-toi juste la phrase de Tim Cook qui avait bien expliqué que le circuit de distribution d'Apple était très complexe, qu'ils n'avaient pas forcément un fournisseur, et que une information qui circule par un site taïwanais qu'on ne sait pas trop lequel c'est pas la vérité absolue. Donc là, on fait encore une fois des plans sur la comète sur quelque chose sur lequel on n'a aucune maîtrise. C'est-à-dire qu'en fait, un site balance une rumeur sur comme quoi Apple réduirait de moitié les commandes. Ouais, ils ont peut-être réduit la moitié des commandes chez LG parce que LG n'avait pas à fournir de qualité d'un côté. Mais peut-être que les autres commandes, elles sont totalement honorées, que LG, c'est peut-être qu'une petite partie de cette production. Oui, d'accord. Mais souviens-toi, Guillaume, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en parle, avec des sources différentes à chaque fois. Là, effectivement, c'est un site de Taïwan qui n'a pas un historique, on va dire. Mais tu sais bien qu'Apple ne fera jamais une annonce disant un mois avant qu'ils ont du mal à produire. Ça n'arrivera jamais. Question simple. Quelles sont les prévisions de vente de la Watch actuellement ? Ça dépend à qui tu poses la question. Voilà, la moyenne, une fourchette qui va de à peu près 3 millions jusqu'à 70 millions. Je crois que c'est à peu près ça. C'est plus une fourchette, c'est un râteau, comme on dit. Ellie, remets de l'ordre dans tout ça. Non, mais si tu veux, voilà, c'est pour ça que ça me fait. Je trouve ça rigolo parce qu'évidemment, en plus, faut pas oublier que ça joue toujours. C'est toujours bien de faire dans la rumeur sur Apple, sur les difficultés de sortir ses produits, etc. Ça a toujours été comme ça. Enfin, il y a toujours tous les produits d'Apple, grosso modo, il y a toujours un moment où mais ils vont avoir des problèmes de production, enfin c'est connu, machin. Et puis au final, ils vendent. De toute façon, on va savoir si c'est pas. Alors normalement, je rappelle que les prochaines théories, c'est que Apple va pas arriver à produire assez, et ça va être pour alimenter le marketing, pour pas vendre. Tu te rappelles, c'est ça. La prochaine étape, c'est à la sortie du produit, ils auront pas assez de produits, mais c'est pour le marketing, c'est pour faire croire que le produit est vachement pas demandé. C'est ce que j'allais dire, moi. Ça. C'est pas la première fois. Ah, vas-y, Ellie, dis-le parce que tu le diras mieux que Guillaume, je suis sûr. Non, moi mieux que Guillaume, ça sera difficile. Mais en tout cas, je pense que, comme d'habitude, il doit y avoir un tout petit peu de vrai dans ces rumeurs, mais c'est sûr qu'ils ont de multiples sources. Que si c'est pas LG, ça sera Samsung, même s'ils ont essayé cette fois-ci de privilégier plus LG parce que c'est de la MOLED, mais Samsung est capable de livrer. Ils en auront peut-être un peu moins, mais ils en auront de toute façon plusieurs millions pour le lancement. Les prévisions disent 5 à 6 millions d'iWatch pour les 2 premiers mois. Donc, s'ils en ont que 4, ça fait déjà 4 millions. Ok, on va peut-être débattre sur une rumeur
pas fondé, mais supposons qu'il y ait un semblant de fondement, c'est pas la quantité d'écran qui est en cause, c'est vraiment l'intégration, c'est le processus de fabrication, parce qu'apparemment le chiffre qui est dans l'article de MacBidou précise que seulement 40% de la production serait viable, c'est-à-dire en gros il y a 6 montres sur 10 qui partent à la poubelle parce que en sortie de chaîne elles ont un défaut, elles sont pas conformes à mon avis, bullshit. C'est total bullshit. Bullshit, très bien. C'est total bullshit. Attends, si tu penses qu'à un niveau de... Non mais, un mois de la sortie, ils se rendent compte que... Ah, bullshit. Alors, bullshit. Non, mais à un mois de la sortie, ils se rendaient compte que, mais finalement, notre outil de production, il nous fait quand même 60% de déchets. Les gars, là, non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Non, mais c'est déjà inimaginable. Arrivé. Mais Apple ou un autre constructeur, je veux dire, c'est inimaginable. Ouais. Écoute, c'est déjà... Tu veux dire que ce serait déjà la révolution de palais à Cupertino, c'est ça? Je pense, ouais. Non, mais ils ont l'habitude d'avoir de temps en temps des taux de rejet élevés. Ouais. Dernièrement, c'était sur l'iMac 27, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 ans, ils n'arrivaient pas à en produire et on était tellement inquiets qu'un jour, ils nous ont même fait visiter l'usine d'assemblage à Cork et effectivement, ils avaient un taux de rejet qui était supérieur à 50%, ce qui fait qu'ils n'arrivaient pas à livrer avec la qualité qu'ils voulaient. Et il y avait des délais, mais ils ont résolu le problème. Hein. Donc, c'est déjà arrivé dans des chaînes de production d'avoir des taux de rejet très élevés parce que leur niveau d'exigence et de qualité, il est extraordinaire. Ils ne font aucun compromis là-dessus. Bon, après, il ne faut pas oublier non plus que c'est un nouveau produit. Donc forcément, je pense que en ce qui concerne l'assemblage, il y a certainement des ajustements. Maintenant, cette rumeur qui voudrait que 40% de la production soit pas viable, j'ai quand même un peu de mal à y croire, effectivement. Je pense mais c'était une petite rumeur pour vous mettre en jambe là voilà. Vous êtes bien chaud maintenant, on peut y aller. On va continuer quand même un petit peu dans la prospective. Désolé parce qu'on a quand même, c'est quand même l'essentiel de la matière qu'on a à se mettre sous la dent avant quand il n'y a pas une keynote, pour être clair. On va dire un mot quand même de cette date du 10 avril qui approche, donc ça va être le début des précommandes pour l'Apple Watch. Début aussi. Le 10 avril va aussi correspondre à la date à partir de laquelle on pourra l'essayer dans les Apple Store. Et donc la formation des vendeurs, on est en plein dedans apparemment. Elie, tu nous le confirmais la semaine dernière. Et là, très clairement, il y a une stratégie complètement revue, orientée vers un objet qu'on porte, un objet... je vais pas dire de mode, mais on est presque dans le choix d'un vêtement finalement, puisqu'il va s'agir pour les vendeurs des Apple Store, plus de faire du conseil purement technologique, comme c'est le cas jusqu'à maintenant, mais vraiment de conseiller un modèle d'Apple Watch qui va aller avec tel type et tel type de client, surtout, en fonction de son niveau social, de son style vestimentaire, etc. quoi. C'est surtout la clientèle qui risque de changer, parce que ne fréquenter les Apple Store que les passionnés d'informatique, pour schématiser un peu, et puis les personnes qui voulaient s'offrir un ordinateur, un iPad ou que sais-je encore. On va maintenant avoir des gens qui vont rentrer dans les Apple Store et qui sont plus habitués à faire les boutiques de fringues, les boutiques de sacs, de chaussures. Donc forcément, les vendeurs vont effectivement devoir se former à cette nouvelle clientèle. Alors ça c'est intéressant. Ouais. Ça c'est intéressant comme écran parce que en fait ce que ça montre. Ça me fait plaisir que tu apprécies mon écran, Elie. Ah mais oui, parce que j'ai regardé attentivement d'ailleurs. Et en fait, le conducteur, je te le mets plein pot, pour que tu puisses le voir. Explique-nous. Alors, bon, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est le type de formation que nous faisons, enfin que les vendeurs Apple font, mais que nous faisons, tous les APR, tous les revendeurs et tous les commerciaux des revendeurs sont obligés de faire ça dans un système qui s'appelle Apple Sales Training Online. C'est un site où ils te donnent les clés marketing et les arguments pour vendre les produits Apple. Et non seulement ils te les donnent, mais en plus, derrière, ils t'envoient un mystery shopper qui vérifie si tu as bien intégré. Donc un client mystère. Oui, absolument. Un faux client, quoi. Oui. Et derrière, ça peut avoir des impacts sévères, non seulement sur ta marge, mais voire sur ton agrément en tant que revendeur Apple. Donc c'est quelque chose qu'on prend extrêmement au sérieux. Mais donc explique-nous là, typiquement, là on a défini un profil de cliente là en l'occurrence. Absolument. Et donc, en fonction de ce qu'il doit y avoir au-dessus qu'on n'a pas vu, qui t'explique d'abord certaines caractéristiques de la montre, là, il te donne une cliente type, il t'explique que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent,
mais qui est prête à faire un effort si jamais le produit lui plaît, etc. Parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu de montre. Et la question qui vient de suite après, c'est quelle montre allez-vous lui conseiller? Et c'est là où il y a le piège, parce que si tu regardes dans cet exemple-là, et je ne connais pas la bonne réponse, hein, mais tu vas te dire, on te dit qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, donc déjà tu vas pas lui proposer celle qui est à droite, avec le bracelet qui vaut carrément le prix d'une Porsche, parce que c'est le bracelet réservé à l'Apple Edition, machin, etc. Donc tu te dis, elle n'a pas beaucoup d'argent, je vais lui proposer le modèle sport, c'est le moins cher. Mais ils te disent au milieu, attention, elle est prête à investir si c'est quelque chose qui lui plaît. Et donc, je me demande si le bon conseil dans ce cas-là serait pas celle du milieu, qui est le modèle avec un bracelet, certes. Ouais. Oui, parce que le bracelet est pas cher, mais la montre est 200 € plus cher. Donc, c'est le modèle, c'est l'Apple Watch normal. En tout cas, moi, pour la petite histoire, c'est juste ce que dit Eddy. Ouais. Oui, pardon. Non, je t'en prie. Non, ce que je voulais juste dire, c'est qu'apparemment, on parle de techniques de vente qui sont complètement nouvelles chez Apple. Non, les arguments, oui, les techniques de vente, c'est les mêmes. Non, pas du tout. C'est pas du tout. Les arguments, effectivement, les arguments de vente. Il y a quelques années, j'ai fait de la formation en tant que formateur pour Apple. J'ai fait beaucoup de formations il y a longtemps. Et j'ai fait des formations commerciales et pour des revendeurs divers et variés, des grandes enseignes en particulier. Et un des trucs intéressants, c'est que la formation était axée sur l'expérience Apple. Donc on avait des gens qui étaient des vendeurs certains connaissaient très bien Apple, d'autres ne connaissaient pas du tout, beaucoup avaient des a priori, c'est trop cher, c'est machin, voilà. Mais ce qui était intéressant, c'est que justement dans la présentation, on faisait une présentation sur laquelle on présentait les produits, ça prenait à peu près une demi-heure, on allait relativement vite là-dessus, et il y avait des revendeurs qui étaient choqués parce que sur la présentation des produits, on ne donnait jamais les tarifs. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, alors que certains, eux, ils vivaient par le tarif, parce qu'ils vivaient sur le budget du client. Mais sauf que le client, si tu lui montres quelque chose qui apporte quelque chose de plus par rapport à ce qu'il attendait et qui est un produit qui correspond peut-être plus à ses envies, il est capable éventuellement de monter son budget. Son budget, il se le donne, mais il y a toujours une limite, si tu veux, entre ce que je peux me donner et puis après me dire, je peux quand même faire aussi un petit sacrifice et me dire, je prends un peu mieux que ce que je voulais. Et au final, si effectivement tu dis, c'est 1 000 € le budget, que tu te limites à 1 000 €, le client, tu lui montres les machines, tu vas peut-être pas forcément lui proposer le produit le plus adapté à ses besoins. Donc du coup, chez Apple, on disait, et ça énervait parfois les vendeurs, mais on disait, de toute façon, les tarifs, vous les avez sur le site web, vous les avez chez vous, sur votre site interne, il n'y a pas de problème. Mais par contre, le client, ce qu'on veut lui montrer, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec sa machine, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Et d'ailleurs, les formations, ce qui était très surprenant, c'est qu'elles étaient énormément axées sur la pratique. C'est-à-dire qu'en fait, après, pendant le reste de la journée, on leur faisait du iMovie, du iPhoto, du PhotoBoost. PhotoBoost, le meilleur logiciel d'Apple, très clairement, pour les démonstrations. Tu mets PhotoBoost dans un rayon, dans un rayon quelconque, les gens s'arrêtent, au bout de 2 minutes, ils font des grimaces, des machins, ils prennent leurs photos, ils s'amusent. Et c'était PhotoBoost, ça savait vendre du Mac, t'as même pas idée, enfin, c'est hallucinant. Et on leur montrait ça. Faire de la vidéo, le machin, les envois de fichiers, des trucs très simples. Et au final, et à la fin de la journée, tu avais les appréciations étaient excellentes sur ces formations parce que ça changeait justement de ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir comme formation, beaucoup plus de pratique. Et surtout, on leur montrait que l'expérience Apple qu'on essaye d'apporter, le budget, l'histoire du budget, en fait, c'est un faux débat. Parce qu'en fait, un budget, on est capable éventuellement de le faire augmenter au besoin. Il y avait des gens, des fois, qui sont vraiment sur un budget précis. Ils disent, j'ai 500 €, pas plus. Ok, pas de problème. Faut prendre ça. Enfin, chez Apple, c'est un Mac mini, grosso modo. Mais après, il y en a d'autres gens qui sont capables de mettre beaucoup plus parce que finalement, ils se disent, ah ouais, effectivement, je peux investir un petit peu plus et avoir un truc beaucoup mieux. Donc, alors justement, pour résumer, nouveaux argumentaires un peu plus basés sur la mode. Oui, il te parle d'ailleurs dans l'article, il faut pas hésiter à dire au client, cette montre vous va bien, ou ce bracelet est très classe, etc. C'est-à-dire qu'on est plus dans l'appréciation physique, c'est par rapport aux vêtements que le porte le client, plutôt que sur la technique. Maintenant, la façon de former les vendeurs, c'est la même qu'utilise Apple depuis longtemps, mais adaptée avec des nouveaux arguments, oui. Alors, et la prochaine formation, ce sera avec Christina Cordula. Ce sera magnifique, ma chérie. Ce sera magnifique. Le bracelet, ça va pas du tout avec ta robe. Non, mais pas du tout. C'est affreux, quoi. Tu l'as fait très très bien, Christina Cordula. Bon, alors pour ceux qui attendent l'Apple Watch, là on a parlé du côté Apple Store, du côté vendeur. Vous êtes peut-être très impatient de l'essayer et vous pouvez l'essayer avant le 10 avril. D'ailleurs, je crois qu'Élie, tu l'as fait tout à l'heure. Grâce à ça. Explique-nous. Alors, donc ça, c'est sur un site que j'ai découvert grâce à Benjamin, qui est en Belgique et qui permet d'imprimer un petit document avec des symboles kabbalistiques. Ça ressemble à un extraterrestre. Et en fait, ce qui se passe, j'essaye de vous le montrer. Je ne sais pas si on verra bien, mais j'essaye. Donc, si on prend ce petit machin et qu'on le met à son poignet,
Je vais vous le montrer dès que je l'aurai mis avec mon petit élastique, parce que j'en ai marre avec un scotch comme il préconise. Généralement, on s'arrache tous les poils. On va préciser, voilà, très très joli. Voilà. On va préciser que c'est une boîte qui s'appelle Underside, hein, qui est donc en Belgique, qui propose cette appli. Et donc, grâce à ça, et excusez-moi si je sors un peu du champ, mais je vais essayer de vous montrer l'image, il existe une appli iPhone. Donc, voilà l'iPhone. Ouais. Et donc, quand on filme, alors, je vais essayer de vous montrer ça. C'est dur, hein. On a vu quelque chose. Ouais. Pardon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je vise la caméra. Remonte la main, voilà, tac. Ouais, alors il faut que tu mettes l'iPhone plus devant toi, voilà. Ah oui, voilà. On devine quelque chose. Oui, on la voit. On la voit. Une Apple Watch, et en fait, on peut tourner son poignet. En réalité augmentée. Voilà, exactement. Alors dis-nous, parce que je vais vous montrer une vidéo qui a été faite voilà, dans de meilleures conditions, mais voilà. C'est du direct. Pendant qu'on la montre, Elie, dis-nous ce que ça fait, ce qu'on a comme effet effectivement quand on teste cette app, cette Apple Watch virtuelle. En fait, on voit la montre avec un certain relief, ce qui est mieux que l'appli qui existe. Enfin, il y avait déjà un exemple, voilà, donc là on le voit beaucoup mieux, filmé avec une caméra pro. Quand on clique, ça change la couleur du bracelet, donc on peut essayer les différents bracelets. On voit bien que le bracelet fait pas le tour, parce que en 3D ça serait magique si on arrivait à faire ça. Mais on a une bonne idée de ce que fait la montre, donc on voit qu'elle est pas serrée. Mais ça permet de voir un peu les différents coloris des bracelets, donc c'est pas mal fait. Et la semaine dernière, ils avaient sorti la même chose avec des modèles en papier aussi à découper, avec carrément chacun des bracelets. Et évidemment, je m'étais amusé à les découper aussi avec des ciseaux, ça m'a fait revenir à ma période scolaire. Et j'ai essayé les différents bracelets autour du poignet pour voir s'il fallait un bracelet moyen ou un bracelet large, etc. Voilà. Est-ce que ça aide par rapport au diamètre de la montre, parce qu'il y a deux diamètres qui existent, hein, enfin de largeur de montre. Alors cette appli là qu'on vient de voir, non. Par contre les autres bracelets découpables, totalement, parce que moi j'avais peur effectivement que la 42 mm soit trop grande, et donc j'avais presque décidé de prendre une 38, et finalement, l'ayant essayé, je me suis rendu compte que ça fait effectivement montre de fille et que ça fait petit sur le poignet. Et tant que je l'avais pas découpé, par rapport uniquement aux photos, c'était pas réellement visible. Et voilà, donc c'était très utile de pouvoir faire du découpage comme ça. Voilà, c'est rigolo, si vous êtes pressé, si vous ne voulez pas attendre le 10 avril, vous avez donc Underside, cette appli, et donc ça suppose de passer par l'impression de cette page, ce PDF, avec le découpage, hein, c'est ce que tu as fait. Exactement. De cette cible en fait qu'on se fixe au poignet, à l'emplacement où serait l'Apple Watch si on en avait une en vrai. Alors pendant qu'on discute, je surveille Twitter et vos SMS, donc je fais un coucou à des fidèles, Philippe, Alexandra, et Philippe qui nous dit pour apporter de l'eau à ton moulin, Elie, que tout le monde n'a pas un Apple Store à proximité. D'où l'intérêt d'Apple de rendre la montre disponible chez les APR. Voilà. Moi qui suis lillois et qui a vu l'Apple Store arriver, donc là il y a quelques mois, hein, ça fait 3 mois maintenant qu'on a un Apple Store à Lille. C'est vrai qu'avant on avait un APR et c'était quand même bien pratique, hein, pour découvrir certains produits. Et effectivement, maintenant on a l'Apple Store, donc on est tranquille, on pourra la découvrir dès le 10 avril, l'Apple Watch. Mais j'ai une pensée, hein, pour tous les gens qui n'ont pas d'Apple Store à proximité et qui auraient peut-être aimé les découvrir dans des APR. Tu connais Underside, Guillaume ? Oui, bonjour Christophe Desgrèves d'ailleurs, et qui je viens de voir ton tweet. Il y a longtemps, c'est une très très bonne boîte, ils font plein d'applications sympas. Et ben voilà, ça leur fait, je pense qu'ils vont se faire un gros coup de pub avec cette appli. Hein. Oui, tout le monde en parle. Là, très 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 bonne idée. Un téléchargement toutes les secondes, il disait, donc bon, ça va. Un téléchargement par seconde ? Ouais. Et en plus, on ne passe même pas par l'iTunes Store pour la télécharger, puisque c'est un téléchargement direct depuis leur site avec un QR code que tu imprimes en même temps. Alors ça, c'est intéressant, parce que beaucoup de gens pensent qu'on ne peut télécharger, on ne peut ajouter des applis que depuis l'Apple Store. Et non, on peut. La seule chose, c'est qu'on a un message d'Apple qui dit « Attention, est-ce que vous vous fiez à ce développeur que nous ne connaissons pas et que nous ne pouvons pas contrôler ?» Mais si tu dis oui, à partir de ton navigateur, tu peux télécharger l'appli. Voilà, donc on va rassurer ceux qui veulent l'essayer. C'était un moyen un petit peu alternatif, mais ça marche et
Et en tout cas, pour cette appli, vous pouvez faire confiance à Underside. Voilà pour cette appli de réalité virtuelle bien sympa. Bon, iOS 8.2, vous y êtes tous passés, j'imagine, les amis? Oui. Oui, Guillaume, toi aussi. Oui, évidemment, pas de souci. iOS 8.3, ce sera la prochaine mise à jour. Elle est en cours de développement, de test aussi. La bêta qui est tombée ce soir, d'ailleurs. Exactement. Donc la 4e bêta dispo pour les développeurs. Et j'avoue que je comprends toujours pas, excusez-moi, l'intérêt de mettre les bêtas à dispo pour le public, sachant que c'est pas les mêmes versions. Le public a accès à la bêta 2, donc à 2 versions de retard, alors que les développeurs sont à la bêta 4. Il y a des versions plus stables que d'autres. Ouais. Les développeurs continuent à recevoir des bêtas, peut-être un peu moins stables, mais ils savent ce qu'ils font généralement, ils savent qu'il y a un risque, ils savent que certaines données ne seront pas synchronisables ou récupérables, donc ils les font sur des appareils de test. Alors que les bêtas dites publiques sont des bêtas stables qui normalement n'entraînent pas de gros risques pour les clients finaux et ça aide Apple à débugger les applis. Ouais, il y a vraiment aucun risque pour le grand public d'installer des bêtas? Moins. Il y en a toujours un peu, c'est une bêta. Hein, mais... Moins que quoi? Moins qu'avant ou moins que... Non, moins que les bêtas normales. Et quoi qu'encore, les bêtas Apple sont super stables. Hein. J'ai jamais eu de gros soucis. Le problème, c'est pas forcément les bêtas, mais j'ai donné une expérience moi que j'ai eu qui était un peu pénible. C'était avec TomTom, où en fait j'avais acheté l'abonnement qui permet d'activer les fonctions avancées de TomTom à l'époque, donc c'est un achat in-app. Et en fait, j'avais installé une bêta d'iOS, je sais plus laquelle c'était, la 5 ou la 6 à l'époque. Et en fait, une fois que j'ai téléchargé l'application, la version bêta, et que j'ai installé la version bêta, alors premier point, le problème c'était l'impact sur la batterie parce qu'elles sont souvent pas optimisées au niveau batterie, donc là la batterie se vidait 3 fois plus vite, donc c'était un peu la cata de ce côté-là. Et surtout en fait l'achat in-app que j'avais fait quelques jours avant, je l'ai eu dans l'os parce que je pouvais pas le restaurer. Quand j'en parlais à TomTom, il disait on le sait, mais faudra attendre la version finale pour la corriger. Et donc j'ai patienté 4 mois en fait de pouvoir restaurer mon petit système quoi. Donc j'ai mon application. Donc j'étais un petit peu vénère. C'est pas leur faute, cela dit. Après c'est le jeu de la bêta. C'est après il y a des genres de choses qui peuvent arriver. Ouais. Sur lesquels on n'a pas de contrôle, quoi. Moi j'installe plus de bêta. Sur mes machines, sur mes outils de production, mon iPhone, mon iPad, je n'installe pas de bêta. Par contre, j'ai des petits produits à côté pour jouer quand même. Oui, c'est ça. Un 2e iPhone ou un 3e iPhone. Mais c'est pas. Sur les... Oui, Eddy. Pour revenir sur les bêtas, je pense que quand on passe sur une bêta 8.3, c'est quand même moins embêtant que quand on va par exemple passer sur la bêta d'iOS 9. Il y a quand même souvent moins de bugs conséquents ou importants d'une bêta d'une version. Tu veux dire que c'est un saut moins important, c'est ça? Exactement. Il y a moins de changements, il y a moins d'innovation, donc forcément il y a moins de bugs aussi à l'arrivée. Donc c'est moins embêtant pour le testeur de passer sur la bêta 8.3 que quand il passera par exemple sur la version iOS 9.0 s'il y a beaucoup d'évolutions avec iOS 9.0. Alors, point intéressant quand même développé par Pierre-Michael Marchand, qu'on salue au passage, qui indique que la bêta 2 et la 4 de ce soir sont les mêmes en fait, puisque c'est le même numéro de build. Alors, le numéro de build, en fait, c'est un numéro en plus, parce que quand vous avez votre version d'OS 10, vous avez également le numéro de build qui est indiqué. Et les builds peuvent varier en fonction, par exemple, des machines. Un cas typique, si vous avez un nouveau Mac qui sort avec un nouveau OS installé, vous pouvez avoir une version du Yosemite 10.10.2, comme tout le monde aujourd'hui, mais avec un numéro de build spécifique. Et ce numéro de build, ça veut dire que ce système-là ne pourrait pas fonctionner sur une machine plus ancienne, en fait, par exemple. Ça pourrait poser des problèmes. Et surtout, en fait, elle a besoin de ce numéro de build spécifique au départ pour fonctionner. Après, les mises à jour intermédiaires vont corriger ce problème-là. Donc là, en fait, apparemment, c'est la même version. La bêta 2 et la bêta 4 sont la même chose, en fait. Mais c'est vrai que du coup, ça complique vachement la compréhension. Ah oui. Ça peut être dans le truc, c'est pas compliqué. Bon, et le point intéressant qu'apporte la 8.3 dans cette bêta-là, en fait, quand on achète maintenant une appli gratuite, ça veut rien dire, mais quand on télécharge une appli gratuite, on n'a plus besoin de taper son mot de passe. On clique sur obtenir et on l'obtient. Et apparemment, Safari a été amélioré au niveau des performances. Voilà les deux choses importantes de cette nouvelle bêta. Ouais, d'accord. Donc il y a rien d'absolument indispensable, révolutionnaire ni urgent. Mais on est dans quel calendrier à votre avis là? C'est une sortie d'ici quelques jours, quelques semaines? Quelques semaines. D'ici un mois, non? Je pense. Allez. En bon gros.
Un bon mois, je pense. Un bon gros mois, d'accord. Pour l'Apple Watch, quoi. Un peu avant l'Apple Watch, un tout petit peu avant, d'accord. Ouais, Alors on va aborder un dernier sujet en liaison avec la mobilité chez Apple avant de tourner une petite page et de se retrouver pour parler de l'actu du Mac avec un dépôt de brevet effectué par Apple. Alors il concerne 2 modèles d'iPad qui pourraient être des iPads plus grands que ceux qui existent actuellement, et un dispositif assez intéressant, parce que l'idée ce serait de relier 2 iPads par une sorte de charnière magnétique, et de faire en sorte que l'un joue le rôle de l'écran et que l'autre joue le rôle du clavier. Voilà. Vous vous souvenez, c'est la Nintendo DS revue et corrigée. Ouais, c'est ça. Je vous avais dit plusieurs fois, je vous avais demandé plusieurs fois s'il n'y avait pas une possibilité que ce fameux iPad 12 pouces Pro dont on parlait, qu'il y ait confusion avec un projet d'ordinateur. Voilà. Et finalement, on n'en est pas si loin avec ce brevet. Il y en a eu d'autres. Je cherche juste à avoir raison, mais bon, vous n'êtes pas obligé de me soutenir. Hein. Mais t'imagines, acheter 2 iPads juste pour avoir un clavier, ça fait cher le clavier. Alors qu'il y a plein de bons claviers. Microsoft a sorti apparemment un nouveau clavier là, super sympa pour appareil mobile. J'ai vu l'autre jour une petite vidéo là, vraiment sympa. A priori, un truc vraiment qui prend pas de place. Vraiment bien. Oui. Donc je pense que avoir un deuxième iPad juste pour le clavier, c'est un peu bizarre. Apple ne se laissera pas faire car ils ont aussi un nouveau clavier. On va en parler peut-être. Ah, on va évidemment en parler. On va évidemment en parler, Élie. Je vois que tu as vraiment bien travaillé le conducteur de l'émission, c'est parfait. On va se retrouver dans un instant dans iWeek, toute l'actu Apple. Je vous rappelle qu'on est en direct ce mardi soir jusqu'à 21h comme toutes les semaines pour passer en revue avec vous toute l'actu de l'écosystème Apple. J'ai pas dit Galaxy, hein, Guillaume, t'as remarqué ? Heureusement. Et on se retrouve dans un instant pour parler du reste de l'actu et notamment de l'actu du Mac. À tout de suite. Alors l'actu du Mac, justement, on a parlé à l'instant de ces projets qui pourraient reposer sur des iPads. Effectivement, tu le disais à l'instant, Élie, un projet non, c'est même pas un projet d'ailleurs. Hein. C'est de manière assez précise un nouveau clavier chez Apple. Avec une fuite révolutionnaire. Une fuite qui vient de l'Apple Store lui-même. C'est ce qui est assez rare quand même. Hein. Oui, absolument. Donc, dans 2 ou 3 Apple Store dans le monde, mais des Apple Store exotiques, hein, comme d'habitude, on a vu un clavier sans fil Apple qui a une nouveauté époustouflante. Ah, époustouflante. Et oui, car il est rétro-éclairé. Voilà. Enfin. Alors, faut avoir de bons yeux quand même pour voir la différence. Alors le côté révolutionnaire, moi, c'est pas ça, mais il y a un truc qui me fait triper dessus, c'est le fait qu'il y a un bouton de démarrage sur le clavier. Ce qui fait ce qu'on n'a pas vu depuis l'iMac en 98 et qui était une des fonctions géniales du Mac, c'est-à-dire que tu pouvais démarrer ta machine sans avoir besoin, parce que franchement le bouton de démarrage de l'iMac il est pénible à aller chercher. Là tu pourrais appuyer sur un bouton sur ton clavier et il démarre. Rien que pour ça, moi je dis ça vaut peut-être le coup. Ouais, alors on va préciser juste pour ceux qui connaissent pas par cœur les claviers, Guillaume, ce bouton de démarrage il est en haut à droite, hein, c'est ça? Voilà, là c'est la place de la touche éjection. Voilà, en bas vous avez le clavier actuel, le clavier sans fil. La touche en haut à droite sert à éjecter les supports optiques, donc les CD, DVD, mais il n'y a plus de lecteur optique dans les Mac, donc ça sert plus à rien. Voilà. Donc Apple le remplacerait par un bouton, remettrait comme autrefois un bouton d'allumage, et puis les touches F5 et F6 qui jusqu'à maintenant ne servaient à rien. Servirait à régler le rétroéclairage du clavier, une fonction qui n'existe pas actuellement dans le clavier sans fil. Hein. Mais qui existe dans les claviers des portables, par exemple. Et c'est vrai que c'est une fonction plutôt sympa. Alors ce qui est drôle avec cette fuite, c'est qu'elle a eu lieu effectivement sur l'Apple Store tchèque, et on pouvait aussi apercevoir ce clavier. Alors sur le site US d'Apple, en choisissant un clavier arabe. Voilà. Bon, il fallait le trouver. Il y a toujours des gens pour trouver les trucs exotiques. Hein. Ah oui, après, tu peux très bien être aux États-Unis et dire bah tiens, j'ai besoin d'un clavier arabe. Et voilà, oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, évidemment. C'est pas exotique. Bien sûr. Taper un code secret trouvé sur un site web en décodant un machin. Non, c'est sur le site. Voilà. Et pour un check, c'est comment ça s'appelle chez Apple? C'est ce qu'ils appellent les premature specifications.
Comme a expliqué Steve Jobs une fois lorsqu'il y avait eu l'annonce des Power Mac G5, où les informations avaient fuité quelques jours avant, 2 jours avant. Et du coup, Steve Jobs a rigolé là-dessus en disant, voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, des premature specifications, des spécifications prématurées, donc c'est sorti un peu trop vite. Ben voilà, c'est ce qui est arrivé. Sont exactes, ça a été retiré. Oui, c'est bizarre. Il a été retiré, donc c'est qu'il n'était pas complètement prêt pour être commercialisé non plus, ce clavier. Mais qu'il est là, qu'il est dans les cartons et prêt à sortir, a priori. Absolument. Il y a 2 choses qu'on ne sait pas, c'est son prix, parce que comme il est rétroéclairé, il va être forcément plus cher. Et deuxièmement, combien vont tenir les piles avec un clavier rétroéclairé ? Ah, ça c'est une bonne question. Et je vous conseille d'ailleurs le Magic Charger et toute la gamme mobile dont on parlait dans toutes les émissions, puisqu'ils servent notamment à charger par induction le clavier Apple, et donc j'imagine que ça fonctionnera avec ce clavier-là. On va continuer à dérouler l'actu du Mac. Alors, on a beaucoup parlé depuis la keynote du 9 mars donc du nouveau MacBook, donc qui s'appelle pas MacBook Air, on est bien d'accord, de la nouvelle version du MacBook Pro 13 pouces. On en a moins parlé, mais ils ont en commun de partager ce nouveau trackpad. Alors, est-ce que vous avez exactement compris les nouveautés ? Oui. Alors, qui peut m'expliquer exactement ce que le nouveau trackpad a de nouveau, justement ? Il a la force avec lui. The force is with us. Oui. C'est you, Young Skywalker. Il n'y a plus le clic mécanique, a priori. Ouais, alors voilà. Le mot force, c'est un double sens, hein. Non ? Oui, si, a priori, il y a aussi un retour haptique. Alors, explique-nous ça, Eddy. Donc, si j'ai bien compris, si j'ai bien tout suivi, il y aura donc un retour haptique aussi sur ce. Qu'est-ce que c'est ? De quoi tu parles ? Ça permettra d'avoir des sensations au bout des doigts. Des sensations au bout des doigts. Des sensations au bout des perspectives. Ouais. Dit comme ça va bien se vendre. C'est pour ça que tu as éteint la lumière là pendant quelques instants chez toi. Tu t'es mis dans l'ambiance, on dirait. Hein. Exactement. Pour annoncer les sensations du bout des doigts. Mais donc c'est une sorte de retour de force finalement. C'est ça. Exact. Oui, c'est un peu ça l'idée. Donc ça va vibrer quoi. Voilà, comme il n'y aura plus le retour, comme il n'y aura plus le mécanisme, le petit clic qui se fera entendre, il faut que l'utilisateur ait quand même la sensation qu'il y a du mouvement qui se passe en dessous de ses doigts au moment où il effectue une action. Donc a priori, le but, c'est de recréer le mouvement, mais de manière artificielle. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, l'autre signification du mot force vient aussi, on va dire, de la sensibilité du trackpad lui-même, et du fait qu'en appuyant, en insistant plus ou moins, en appuyant plus ou moins fort, on va pouvoir déclencher des actions différentes. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et donc certaines applications de dessin, on pense à Photoshop, mais d'autres, pourront bénéficier de ces fonctionnalités-là. Et qu'est-ce qui fait, Guillaume ? Le mot Adobe, l'idée qu'Adobe puisse adopter une technologie qui ne marcherait que chez Apple, me fait mourir. Ça fait des années qu'Apple fait des technologies. Allons. Et ils ne le font jamais. Toi qui es tellement bienveillant avec Microsoft, franchement. Ah mais franchement, je suis plus bienveillant avec Microsoft aujourd'hui qu'avec Adobe, mais ça c'est une autre histoire. Bon. Moi sur le côté intéressant, par exemple sur le retour de force, là, le truc que j'ai trouvé rigolo, ce qui t'expliquait, c'est qu'en fait, tu pouvais avoir un retour, par exemple dans les logiciels. Typiquement, quand par exemple tu défiles dans ta bande iMovie, dans ta vidéo iMovie, et ben quand tu arrives à la fin de la vidéo, il va te faire un petit retour pour dire c'est indiqué en fait, que tu arrives à la fin. Exactement. Ça, je trouve ça super intéressant en termes d'ergonomie et en termes d'interface homme-machine. C'est un truc qui est a priori assez, je vais pas dire c'est révolutionnaire, mais je trouve que c'est super intéressant et ça ouvre des perspectives assez rigolotes, je pense, pour l'avenir. On commence à toucher un peu le début du truc, sachant que les développeurs peuvent utiliser les API pour donc les interfaces de programmation pour exploiter les possibilités du trackpad. C'est ça que je voulais te faire dire. C'est ça que je voulais te faire dire. Dans quelques temps, je pense qu'il y aura peut-être des trucs assez rigolos sur le marché. Ouais. Alors justement, c'est ça la nouveauté, c'est que depuis alors c'est précis, la 3e bêta d'OS 10 10.10.3, les développeurs ont effectivement accès aux interfaces de programmation qui leur permettent de tirer parti du trackpad à retour de force, hein, on va dire ça en français pour simplifier. Et la première appli, à ma connaissance, hein, qui arrive, c'est la mise à jour de Dinklet, la version 1.6. Alors Dinklet, c'est une appli que j'ai découvert là, ces dernières heures, qui a l'air assez étonnante, appli de dessin.
Et donc l'éditeur annonce que d'ici 3 jours, le billet date d'aujourd'hui, d'ici 3 jours cette version 1.6 sera téléchargeable, une mise à jour qui va donc permettre de profiter de cette nouvelle sensation, de cette nouvelle précision du trackpad. Et Inklet, donc c'est un logiciel de dessin qui est pas hors de prix, hein, $25 et $35 si vous l'achetez en bundle avec le stylet qu'on voit sur cette photo. Voilà, c'est intéressant, on va suivre ça. Hein, c'est clair. Alors effectivement, ça doit sans doute être très intéressant pour le dessin, puisqu'on va pouvoir dessiner directement sur le trackpad, en fait, c'est ça l'idée. Hein. Oui, tu auras une tablette. En fait, tu auras une tablette tactile en permanence avec toi, quoi. Sur le trackpad. Ouais. Une petite palette graphique, ouais. Et puis on attend de voir effectivement ce que ça va donner pour d'autres logiciels, comme effectivement le montage vidéo, ça peut être hyper intéressant. Alors il nous reste un petit quart d'heure, on va continuer à dérouler l'actu ensemble. Tu avais un petit mot à dire ? Oui. On a eu une réponse. On s'était posé la question lors de la keynote pourquoi le 15 pouces n'avait pas été speed bumpé, lui, puisqu'il n'y a que le 13 qui a évolué. Et en fait, c'est parce que les processeurs Core i7 qu'utilise Apple dans le 15 pouces, Intel ne les a pas encore livrés. Ils attendent ça pour le mois de mai, fin mai. Donc, on risque d'avoir des nouveaux MacBook Pro 15 plutôt vers juin, vers la WWDC par exemple. Par exemple. Et donc Apple aurait fait toute la gamme s'ils avaient eu les processeurs. D'accord, ok. Précision intéressante pour ceux qui veulent changer de MacBook Pro et qui attendent la nouvelle génération. J'en connais au moins un. Alors on va rester dans l'univers Apple pour l'instant avec Apple Pay, ce système de paiement sans contact qui a été lancé aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, à la fin de l'année. Hein oui. C'est ça. C'est ça. Qui pourrait arriver en Europe cette année. Voilà, on sait que Visa sera prêt au mois d'avril. En tout cas, la technologie de Visa sera compatible avec Apple Pay à partir du mois d'avril, donc ça va sans doute coïncider aussi avec peu de choses près l'arrivée de l'Apple Watch. Hein, tout ça va être synchronisé. Apple maintenant, déroule tout l'éventail marketing pour que les commerçants puissent afficher leur compatibilité avec Apple Play et notamment le lancement d'un nouveau site qui permet tout simplement aux commerçants qui le souhaitent de commander les stickers qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur boutique. Alors je sais pas si tu seras concerné toi, Elie, par exemple. Je pense que oui, quand il sera en Europe, je n'ai aucun doute, puisque il faut pas oublier que Apple Pay, c'est un système de paiement, donc à partir du moment où on le mettra dans nos boutiques, Apple touchera une commission sur tous les paiements qui seront traités avec. Donc là, je pense qu'ils vont pas se le réserver pour eux. Il sera bien sûr dans tous les Apple Store, mais quand il s'agit de prendre de l'argent, on va pas être méchant, mais voilà, une petite marge en plus, quoi. Voilà. Hein, c'est ça. Bon, en tout cas, comment on appelle ça, tous les documents marketing finalement sont maintenant prêts et vous allez voir ce logo apparaître dans de plus en plus de boutiques dans les jours et les semaines qui viennent, même si c'est quand même pour l'instant le service n'est pas encore opérationnel en dehors des États-Unis, donc pour l'instant vous ne le verrez qu'en voyageant, mais ça va sans doute arriver très très vite en Europe et en France. Il y a eu apparemment quelques problèmes de fraude, mais ça ne venait pas d'Apple. C'était pas la sécurité d'Apple qui était en question. C'était les banques qui, à mon avis, savaient pas encore très bien gérer tout ça. Et donc, il y a eu quelques petits soucis. Ils sont en train de corriger. Donc, qu'ils le fassent là-bas. Et quand c'est vraiment sécurisé et prêt, ça peut venir chez nous. Il n'y a pas de souci. Alors 24 mars, c'est aujourd'hui. Si vous regardez cette émission en direct, nous sommes encore ensemble pour une dizaine de minutes. C'est ce 24 mars que sort un livre qui devient de plus en plus important dans l'histoire d'Apple, puisqu'il est quasiment officiellement endossé maintenant par tout l'exécutif, puisque Eddie Q en a dit le plus grand bien dans un tweet. Même Tim Cook en faisant une référence pas très élogieuse vis-à-vis de la biographie officielle de Walter Isaacson, finalement a donné un coup de projecteur ces derniers jours sur ce livre qui sort. Je crois que tu en as la couverture, ou tu l'as peut-être déjà acheté, Elie, tel que je te connais. Oui. Je l'ai acheté. Ah, tu l'as acheté. Ah oui, je pouvais pas ne pas l'acheter. Voilà. J'ai commandé aussi. Enfin, j'ai acheté aussi. Becoming Steve Jobs, c'est donc le nom de cette autre biographie, alors dans laquelle on apprend notamment
que Johnny Ive, au moment du retour de Steve Jobs chez Apple en 1997, était persuadé qu'il allait se faire virer. Et en fait, c'est pas du tout ce qui est arrivé. Hein. Non, mais on en avait parlé lorsque, tu te rappelles, quand on avait fait l'émission avec Leander Kenny. Et effectivement, à l'époque, l'équipe de design n'était pas dans le campus Apple, ils étaient dans un bâtiment à part. Et c'était le moment où Steve Jobs faisait le tour de toutes les divisions Apple, parce qu'Apple avait quand même quelques petits soucis d'argent, pour éliminer le maximum de gens non productifs. Et quand il a débarqué dans l'équipe de design, comme il a fait avec les autres divisions, ses remarques c'était justifiez-moi ou expliquez-moi en 30 secondes pourquoi je ne dois pas vous virer ou pourquoi je dois vous garder. Et ce qui mettait une pression incroyable chez tout le monde. Et effectivement, Jonathan Ive s'attendait à être viré parce qu'Apple utilisait d'autres équipes de design et puis le design n'était pas si important que ça à ce moment-là. Ouais, tu vas le lire aussi, donc Guillaume, tu l'as commandé. Il existe qu'en anglais évidemment pour l'instant. Hein. Ouais, pas de traduction française pour le moment. Ouais. Bon. Ça viendra. Eddie, tu n'es pas encore sauté dessus, toi. Pas encore sauté dessus, non, mais je vais peut-être attendre la traduction. Ouais, si la traduction tarde, j'essaierai de m'y mettre en version anglaise. Bon, et c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est que finalement... Il a l'air intéressant comme livre, ceci. Ouais. Il dit du bien. Il n'est pas critique parce que même la biographie... disons quasi officielle précédente qui était celle de Walter Isaacson, il a révélé certains côtés de Steve Jobs. Ceux qui le connaissent savent que c'était vrai, hein. Mais bon, maintenant on n'a pas trop. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que cette biographie, donc sortie il y a 1 an et demi environ, oui à peu près, avait été faite avec l'accord de Steve Jobs, plein et entier, parce que il avait sa femme. Il avait consacré énormément de temps à rencontrer Walter Isaacson. Après la mort de Steve Jobs, Tim Cook compris a dit beaucoup de mal du livre en disant que ça avait desservi finalement Steve Jobs, son héritage. Oui, parce que ça parlait un peu de son côté sombre et de son côté un peu comment on va dire, un peu violent parfois, un peu exigeant parfois. Et bon là, cette nouvelle, je l'ai pas lu encore, hein, le nouveau, mais c'est plus polissé, c'est plus, on se rappelle de son souvenir et de tout ce qu'il a fait de beau, et un peu moins de son côté colérique. Bon, qui a déjà été très abordé. En fait, le problème, c'est qu'il faut pas non plus, faut pas oublier que Jobs était quelqu'un de très entier, mais c'était quelqu'un d'exigeant, mais il avait aussi une passion pour l'excellence. Oui. Et je pense que c'est peut-être ça aussi que le bouquin s'est rétablir, ce qu'on n'a peut-être pas vu assez. C'est effectivement, quand on parle de Jobs, souvent c'est le gars tyrannique, mais c'était aussi le putain de chef d'équipe. Et comme c'est été indiqué, je sais plus où, si vraiment Steve Jobs était aussi tyrannique, aussi infernal avec tout le monde, jamais les membres de son équipe seraient restés, tous se seraient barrés à un moment ou à un autre. Donc il y a quand même quelque chose qu'il faut étudier. Et la biographie de Walter Isaacson n'était pas inintéressante, loin de là, hein, mais peut-être qu'elle passait trop effectivement sur le côté négatif, sans essayer d'expliquer aussi les bons côtés de Jobs. Peut-être que c'était un peu le défaut. Ouais. Alors, dans la biographie d'Isaacson, on les ressent quand même. Enfin, les bons côtés, on sent bien que Steve Jobs était un meneur d'équipe et qu'il était apprécié aussi par ses équipes, en dépit de son côté tyrannique et colérique. Enfin, la biographie d'Isaacson est pas si mauvaise, et je pense que ce que moi j'ai apprécié à Apple, c'est justement ce côté, effectivement, les deux aspects du personnage sont abordés dans celle d'Isaacson. Ouais, non, ce qui est étonnant, qui servira d'ailleurs de point d'appui, je crois, pour le film qui sortira en fin d'année. Hein, de Sony. Ce qui est étonnant quand même, c'est que, pour être clair, donc Steve Jobs avait ouvert sa porte à Isaacson pour une biographie qui a été très décriée par l'exécutif d'Apple après la mort de Jobs, qui du coup a ouvert ses portes aux deux auteurs de cette nouvelle biographie, quelque part pour rectifier l'image donnée par le bouquin d'Isaacson, c'est ça ? C'est ça, sauf que Jobs n'est pas là pour commenter. Donc là, c'est Jobs vu par Ive, Cook, etc. Mais c'est certainement intéressant d'avoir un autre point de vue. Bon, ceci dit, un jour... Mais je pense qu'en lisant les deux, on se fera une idée. Oui, un jour, je vous montrerai par curiosité le nombre de bouquins sur Jobs et sur Apple que j'ai. J'ai un pan de bibliothèque entier. J'en ai probablement une 50aine. Hein.
cinquantaine, même probablement plus. Hein. Ah ouais. Donc, c'est ma petite bibliothèque à moi sur Apple et Steve. J'avais fait ça une fois. Tu les as tous lus ? Oui. Ça, c'est bien. A commencé par Fire in the Valley, qui était le tout premier, qui racontait la naissance et la vie d'Apple quand ils étaient un peu moins connus, toutes ces années de jeunesse et tout, qui est absolument passionnant et qui a servi d'ailleurs de base à un film qui était sorti à l'époque. Ouais. Alors, rappelle-moi le nom de ce bouquin, l'un des premiers écrits sur l'histoire d'Apple. Je crois qu'il a été écrit vraiment à la création de la boîte quasiment. Hein. Le feu dans la vallée. Non, c'est pas celui-là. Ah, avant ? Oui, c'est ce bouquin écrit par un journaliste dont Jobs était très proche, Jobs qui s'est un petit peu senti trahi, même beaucoup d'ailleurs, par ce journaliste au moment de la publication du bouquin. Et c'est ce bouquin qui a fait que Jobs, toute sa vie, a eu un rapport très compliqué avec la presse. Parce qu'il a ouvert une fois les portes à quelqu'un à qui il a fait confiance, entre guillemets, et il s'est senti trahi. Et c'est ce bouquin qui a fait qu'on a tous un petit peu souffert de cet héritage. Plus, mais on peut lancer le concours sur Twitter. Mais tu sais quoi, je l'ai chez moi, j'ai juste pas le titre en tête, donc je l'apporterai la semaine prochaine. Ça marche. On va faire ça. Mais ça montre un truc, sans vouloir retomber dans le négatif, mais ça montre un truc très caractéristique chez Jobs. C'est, il avait eu exactement la même réaction vis-à-vis des revendeurs, parce que quand Apple était une petite société, il a eu un impayé d'une petite société qui revendait de l'Apple II. Et depuis ce jour-là, il avait décidé de ne plus jamais faire confiance à un revendeur. Et il a toujours dit, j'aurai un jour mes boutiques, ce seront des boutiques Apple et je contrôlerai l'écosystème parce que je ne veux pas avoir affaire à des gens extérieurs. Ça, c'était Jobs. Et ça explique pourquoi aujourd'hui il y a des Apple Store et pourquoi nous on n'a pas l'Apple Watch, pour revenir au début. Mais c'est resté dans les gènes d'Apple de ne pas faire confiance et donc à tout ce qui est extérieur et qui peut trahir. Donc ils ont une mémoire assez longue pour certaines choses. Bon, allez. Ils oublient vite. Mais bon, on les aime quand même. Hein. Il nous reste 1 minute. Je voudrais qu'on parle juste d'un sujet qu'on a déjà abordé dans iWeek. Il s'agit des casques Beats. Donc Beats racheté par Apple il y a quelques mois. On a souvent dit que les casques Beats n'étaient pas ce qui se faisait de mieux en matière de casque audio, et là apparemment ça se confirme quand même, parce qu'on a 2 infos concomitantes. D'abord que le prix d'achat du matériel qui compose un casque Beats serait de $14 pour des casques qui sont vendus entre grosso modo $300 et $700, hein, c'est ça? J'oserais dire que vu la qualité des casques, $14 c'est beaucoup, je trouve, non? ça c'est encore plus dur. Voilà. En tout cas, c'est pas très glorieux. C'est on va dire corroboré d'une certaine manière par ce comparatif de Time Magazine, quand même, hein, pas n'importe quel magazine, qui a donc testé 18 marques de casques, et le 18e bonnet d'âne, c'est Beats, voilà. Beats, oui. Sachant que Shure arrive numéro 1. Voilà. Ouais. Je voulais juste boucler la boucle. J'espère vraiment qu'il y aura vraiment des progrès faits sur les casques Beats dans les années qui viennent. Bah écoute, il faudrait, parce que là c'est vrai que il y a beaucoup de très bons marketing, mais intrinsèquement parlant, c'est effectivement pas les. Je vais quand même revenir sur les $14, hein, parce que. Ouais, je sens que tu boues, oui. Non, mais je m'en fous, Beats. En plus, c'est pas ma cam non plus, mais c'est juste que, si tu veux, c'est comme les analyses qui ont montré que l'iPhone, au départ, coûtait $140 à Apple à produire, genre, ils feront 75% de marge. Le coût des composants ne fait pas le coût de l'appareil. Bien sûr. La fabrication. Non, mais justement, le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a une déformation là-dessus qui est régulière et qui m'agace, parce qu'en plus, ça vient toujours du même site, et c'est en manière encore plus. Sur le côté, l'article est toujours fait de façon à ce qu'on dise, les constructeurs se gavent en faisant une marge monstrueuse parce qu'ils mettent des composants pourris. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est vraiment du prix des casques Beats. Comme je te dis, je m'en tape, je mets pas de casque Beats, j'ai pas d'action chez eux. 2, le coût d'achat du produit, des matériels ne fait pas l'appareil. Ouais. Voilà. Bon, Guillaume, tu sais quoi, je te sens là. Tu vas garder un petit peu de cette colère. Tu vas la mettre dans tu vas la mettre de côté pour nous, et puis on se retrouve. C'est juste le premier site que tu m'as montré qui m'a énervé. Voilà. D'accord. J'ai bien compris. En tout cas, ça m'a fait très
très plaisir qu'on passe cette heure ensemble, avec toi, avec Eddie et avec Ellie. On se dit au revoir très vite parce qu'on est un petit peu en retard. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette 24e édition d'iWeek saison 2. Oui, Ellie. À bientôt. À très bientôt. Passez une très très bonne semaine et une très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Salut, ciao.